Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, c'est la dernière émission pour ma part de l'année, avant une petite coupure de quelques semaines de vacances. On les a bien méritées, puisque depuis 4 ans, on est sur le front pratiquement 7 jours sur 7, toute l'année. Alors j'ai le plaisir de recevoir deux personnes que j'estime et que je respecte particulièrement. Vous les connaissez toutes les deux. Alors, sans attendre, on va les recevoir. Il s'agit du professeur Tariq Ramadan. Bonjour professeur, Bonjour Eric, bienvenue. merci. Et notre ami Bruno Guigues, que je qualifie souvent de frère de combat, parce que même si nous ne partageons pas les mêmes idéologies politiques, on est souvent d'accord sur beaucoup de sujets graves et sérieux. C'est grâce à Bruno, d'ailleurs, que nous avons pu décrypter l'affaire des faux terroristes ouïghours montés par la CIA pour essayer de décrédibiliser et salir le régime chinois. Et je me souviens, cher Bruno, que tu avais produit un article dense et documenté. Tu t'en souviens? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Alors, je suis particulièrement heureux de vous réunir tous les deux, puisque on va apporter quelques changements à la grille des programmes à partir de septembre. Et Tariq nous fait l'amitié de devenir chroniqueur régulier sur notre antenne, ce qui veut dire que vous allez pouvoir bénéficier, amis internautes, de ces analyses tous les mois. Et nous ferons aussi une autre émission où nous réunirons à la fois Ramadan, Tariq Ramadan, Bruno Guigues, mais aussi Jacob Cohen. Et ce sont les émissions qui, évidemment, traiteront de l'actualité nationale et internationale. Alors, je voulais remercier Tariq pour la confiance qu'il nous témoigne en acceptant de devenir chroniqueur sur notre antenne. Et je fais la même chose pour toi, mon cher Bruno. Tu sais à quel point je me réjouis de partager des moments de ce type avec toi. Alors, hors antenne, on faisait la liste des sujets qu'on pourrait aborder aujourd'hui. Selon vous, quel est le sujet le plus urgent et le plus brûlant à aborder? Parce qu'il y a la reconnaissance de la Palestine par la France, ce qui ne va pas changer grand-chose à mon avis. Il y a Gaza, où le génocide continue, où le négationnisme des sionistes devient un véritable spectacle. Le monde entier voit le génocide, sauf eux. Et puis, naturellement, il y a la situation en Ukraine avec la Russie. On voit pas le bout de cette guerre, Bruno. Ce serait intéressant que tu nous fasses un commentaire là-dessus. Mais il y a aussi ces derniers jours les rebondissements de l'affaire à Epstein que Trump avait promis de mettre sur la place publique. Mais son ex-ami Elon Musk a déclaré publiquement que si ces dossiers n'étaient pas publiés, c'est parce que l'ami Trump y figurait. En tout cas, son nom y figurait. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette affaire, mais j'ai plutôt l'impression que Trump est en perte de vitesse. D'ailleurs, j'ai regardé les sondages qui démontrent un tassement, pour ne pas dire un recul, de la popularité de Monsieur Trump. Et naturellement, sur cette question-là, qui est importante, à mon avis, je suis curieux de connaître votre avis, mais je vous laisse choisir le sujet par lequel on commence. Tariq? Ben, je pense que le sujet qui, en même, et avec lequel quand même il y a des liens avec un certain nombre de tous les autres, c'est quand même l'urgence et le centre reste la question palestinienne à mon sens. La situation à Gaza est absolument
intolérable, inadmissible, et il me paraît que ce serait bon qu'on commence par cela, et puis qu'on essaye au-delà simplement des effets de manche sur la reconnaissance ou non de l'État palestinien, qu'on a déjà d'ailleurs en France formulé déjà il y a plus de 10 ans, hein, 2014, on est aujourd'hui dans quelque chose qui est, je veux dire, c'est absolument intolérable et incompréhensible, ou alors trop compréhensible, de voir effectivement une famine qui s'installe et qui est une famine qui est décidée par une occupation et un blocus général, et à côté de ceci des tergiversations, alors que toutes les agences internationales, que ce soit l'ONU ou que ce soit les organisations internationales, mettent en évidence le fait que la situation est devenue absolument inadmissible, intolérable et inhumaine. Je pense que le caractère inhumain, la limite de l'humain atteint, de l'inhumain atteinte aujourd'hui est telle qu'en fait, elle est quand même révélatrice de ce qui se passe dans cette région depuis 70 ans. Quand on a vu ce qui s'est passé dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, et que le monde taisait, l'occupation, l'exploitation, la colonisation lente, l'épuration ethnique dont parle et qu'a documenté l'historien Ilan Pappé jusqu'à aujourd'hui, en fait, tout ce que l'histoire ce que ceux qui dominent nous ont caché de l'histoire, eh bien, aujourd'hui se révèle dans une période de 2 ans où la vraie face de ce que c'est que le projet sioniste se révèle, au point aujourd'hui de décider de façon froide, de façon calculée, dès le 8 octobre, nous dit-on, mais c'était bien avant que les choses se sont décidées, dès le 8 octobre, nous dit-on, de finalement affamer une population et de la faire sortir de Gaza pour établir le grand projet qui est celui du Premier ministre, mais de loin pas le seul Premier ministre, c'est-à-dire tous les gouvernements successifs, qui est celui de ne jamais vouloir reconnaître un autre État ou un État palestinien. En fait, Netanyahou, c'est la seule chose sur laquelle il a toujours dit la vérité. Il n'y en aura pas pour lui. Pour lui, ça n'existe pas. Et de ce point de vue, on voit se révéler les vrais projets et la vraie nature de ce projet colonial. Oui. Bruno, tu disais tout à l'heure que de Ben Gourion à Netanyahou, il y a une continuité. C'est-à-dire que Oui. lorsqu'on nous raconte qu'Israël est une démocratie, on constate en fait qu'un criminel de guerre succède à un autre criminel de guerre et qu'ils appliquent le même plan, la même politique. Tout à fait, c'est la même politique. Il n'y a pas en réalité de solution de continuité historique entre le projet sioniste tel qu'il a été défini dès le départ, alors par Theodor Herzl, mais ça restait encore assez théorique avec Theodor Herzl, et ensuite mis en œuvre surtout par Ben Gourion, qui a quand même été le principal artisan de la création, à la faveur de la fameuse déclaration Balfour, de ce foyer national juif, qui accordait en fait à la population juive, qui pour l'essentiel est venue de l'extérieur, des droits politiques que l'on niait pour les autochtones, pour les habitants, je dirais, de manière immémoriale de cette terre de Palestine, qu'ils fussent d'ailleurs juifs, chrétiens, musulmans ou autres. Hein. Mais en fait, le projet en tant que tel, qui est un projet colonial prédateur, il est déjà mis en œuvre dans les années 1920, les années 1930. Enfin, la première grande révolte anticoloniale en Palestine, première grande révolte, elle a lieu en 1936, tout de même. Et ce sont les milices sionistes alliés aux forces d'occupation britanniques qui répriment cette révolte, dont le chef d'ailleurs a donné le nom aux fameuses, à la branche armée du Hamas aujourd'hui. Donc, le projet, il était en place. Ben Gourion lui-même avait dit, mais évidemment, on ne va pas rendre cette terre aux Arabes, on va s'en emparer, on fera des compromis s'il le faut, et puis on va continuer en fait à s'emparer d'une terre qui est Eretz Israël, qui nous est destinée. Avec au départ, c'est vrai, une espèce de je dirais, de vernis laïque, hein, peinturluré sur le mouvement sioniste, parce que idéologiquement, une grande partie des militants sionistes étaient issus
comme le disait très bien le regretté Samir Amin, qui m'a fait l'honneur de publier un de mes livres. Finalement, le sionisme, c'était au départ, dans sa branche majoritaire, une tendance dissidente du mouvement ouvrier européen, ce qui est complètement paradoxal, mais c'est la réalité. Et c'est cette tendance dissidente du mouvement ouvrier européen, acquis à l'idée d'une colonisation de la Palestine, qui s'est installée là-bas. Et ensuite, bon, évidemment, l'évolution des choses a fait en sorte que toutes les tendances du sionisme, en réalité, se sont retrouvées dans l'idée qu'il fallait accaparer, peu ou prou, et peu à peu, l'ensemble de la terre de Palestine. Et moi, je pense que le projet sioniste est un projet d'accaparement total, qu'en fait, toute perspective de compromis avec le sionisme est vouée à l'échec. Lorsqu'Yitzhak Rabin a fini par accepter l'idée des fameux accords d'Oslo, il s'est rendu à la Knesset, c'était en 1993, il a fait un discours où il a dit le contraire de ce qu'il disait publiquement. Il a dit, mais vous ne croyez quand même pas, chers amis, que nous allons favoriser la naissance d'un État palestinien. Nous avons fait un compromis avec eux pour avoir la paix et pour continuer finalement à consolider nos positions. C'est pendant la période dite de négociation des pseudo-accords de paix, de 1993 au moins jusqu'à l'éclatement de la première intifada en 2000, qu'a eu lieu la colonisation sioniste la plus intense, en fait, de ce qu'on appelle les territoires occupés. Donc, et puis ça n'a fait évidemment que s'aggraver par la suite. Donc il y a une remarquable continuité entre sionisme de gauche et sionisme de droite, sionisme laïque et sionisme religieux, qui est lié au fait que le projet colonial, en fait, était unanimement accepté par la totalité du mouvement sioniste. Enfin, on pourra jamais faire comprendre à un sioniste que, en réalité, sa présence sur cette terre, qu'il a lui-même constituée à une sorte d'État destiné aux Juifs, n'est pas légitime. Pour eux, c'est totalement inconcevable, puisque de toute façon, c'est la nature même du projet. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fera évoluer les choses ? Évidemment, c'est toujours pareil. Dans une situation coloniale, c'est l'opiniâtreté, la résistance du colonisé qui fait évoluer les choses. Et ce qui s'est passé, effectivement, le 7 octobre, qui a été un véritable coup de tonnerre, parce que ça, quelque chose qui a complètement ébranlé tout le dispositif de l'occupation et de la colonisation. Dans la mesure où, pour la première fois, la résistance palestinienne s'est introduite sur le sol israélien, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas, je dirais, officiellement partie des territoires occupés au sens onusien du terme, pour infliger une défaite à l'armée israélienne. Rappelons qu'une division israélienne, la division du Negev, a été vaincue par les combattants palestiniens, qui n'étaient pas d'ailleurs seulement du Hamas, même si c'est ce mouvement qui représente, sur le plan de l'action militaire, évidemment, la force principale. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement bouleversé, je pense, la donne, et en même temps, négativement, encouragé la branche la plus extrémiste du sionisme, celle représentée aujourd'hui par Netanyahou et les fous furieux qui sont sur son aile droite, qui disent qu'il faut même s'emparer de la Syrie, de la Jordanie et de l'Égypte, comme l'a fait dernièrement un ministre israélien. Tous ces gens-là, aujourd'hui, se sont engouffrés dans la brèche. Mais pour faire quoi ? Pour aboutir eux-mêmes à une nouvelle impasse. En fait, l'État d'Israël, c'est une entité coloniale qui va d'impasse en impasse et qui est perpétuellement dans la fuite en avant. Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais la courte guerre avec l'Iran était également extrêmement riche d'enseignements, bien sûr, puisque là aussi, Israël visait un objectif et ne l'a pas atteint. Alors, il me plaît à rappeler un article que tu avais produit, je crois que c'était j'ai mon collègue de Réseau International qui m'appelle. Excusez-moi, juste un instant. Habib, je te rappelle, je suis en plein direct. À tout à l'heure, merci. Tu le salueras de notre part. Je n'y manquerai pas. Il me plaît à rappeler effectivement un article que tu avais produit au moment où, peu avant l'accès de Nicolas Sarkozy au pouvoir, et qui avait été publié sur oumma.com, où tu écrivais qu'Israël est le seul pays où les soldats attendent la sortie des heures des écoles pour tirer sur les enfants. Et cet article, mon cher Bruno, t'a valu bien des déboires. Tu veux pas nous en reparler brièvement pour que les gens qui ne te connaissent pas puissent te situer?
Ce qui est dramatique dans l'affaire, c'est que ce que j'avais écrit à ce moment-là, c'est-à-dire Israël, le seul État au monde où des snipers abattent des fillettes à la sortie des écoles, qui était un simple constat, en fait, dans son inhumanité pure et simple, était à la fois, en quelque sorte, prophétique, puisque ce qu'Israël a fait depuis est bien plus meurtrier, bien plus terrible que ce que je décrivais. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait ce que je décrivais déjà à l'époque à la puissance N. Bon. Et en même temps, bon, ça m'a valu effectivement un limogeage par Nicolas Sarkozy. Bon, ça, c'est anecdotique. À En l'époque, fait, tu étais sous-préfet de Saintes. oui, j'étais sous-préfet de Saintes. Je collaborais avec Oumma.com, avec site avec lequel j'ai continué à collaborer. Je continue à collaborer d'ailleurs de manière, je dirais, sporadique actuellement. Et effectivement, ça m'avait valu une dénonciation par le CRIF qui avait demandé à Sarkozy la tête de ce sous-préfet turbulent. Mais ça m'avait valu aussi une conférence de presse de l'ancien chef spirituel des chiites libanais, qui s'appelait de mémoire Mahmoud Hussein Fadlallah, qui avait dit que, je crois que la dépêche d'AFP est encore disponible, il avait dit, mais le limogeage de ce haut fonctionnaire français courageux, merci, montre que la France fait partie du problème et non de la solution au Moyen-Orient. J'avais trouvé la formule assez belle. Bon, de toute façon, tout ce qui s'est passé depuis n'a fait que corroborer les thèses de tous les historiens israéliens, notamment, que Tariq a cité tout à l'heure, les Ilian Papé et autres, qui ont démontré depuis très longtemps, en fait, quelle est la véritable nature du projet sioniste et de quoi les sionistes sont capables. Mais aujourd'hui, c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, Eric, que tout ça se passe sous les caméras, enfin sous les caméras des téléphones portables, en fait, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui témoignent de l'horreur de la répression à Gaza, de l'horreur de la guerre menée contre un peuple. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit, pour l'entité israélienne, de mener une guerre qui est une guerre de nature terroriste contre un peuple, de manière à le mettre à genoux. Et là est son échec, aujourd'hui. Voilà déjà un premier constat que l'on peut faire. Je pense que la résistance palestinienne, aujourd'hui, elle est, je dirais, comme un poisson dans l'eau dans la population palestinienne. Tous les témoignages le montrent. Les gens qui, peut-être, avaient quelques réserves à l'égard de la résistance armée, notamment du Hamas, dont ils ne partageaient pas forcément les options idéologiques, se disent, mais nous sommes tous unis, finalement, contre un oppresseur qui, aujourd'hui, veut nous terroriser pour nous mettre à genoux. Et donc, aujourd'hui, et encore tout récemment, la résistance palestinienne est capable d'infliger des pertes à l'armée israélienne. Il y a eu, comme ça, un certain nombre d'informations qu'on a pu voir. Donc, la résistance, elle est toujours là. Elle n'est pas morte, elle n'est pas vaincue. Or, pour qu'une résistance gagne, il suffit qu'elle ne soit pas vaincue. Puisque la résistance, c'est toujours la lutte du faible au fort, c'est la résistance d'un peuple soumis à la violence de plus fort que soi, mais qui ne cède pas. Donc, tout ce qui se passe à Gaza, finalement, depuis le 7 octobre, manifeste la capacité de résistance du peuple palestinien, donc d'une certaine façon, sa victoire, malgré l'horreur que suscite naturellement auprès de la conscience humaine l'immensité des pertes humaines. Et ces souffrances sans nom qui sont infligées à des enfants, à des femmes, à des vieillards. Mais sur le plan politique, si on examine la situation avec sang-froid, et les dirigeants de la résistance palestinienne eux-mêmes le font, on voit bien qu'ils estiment à juste titre qu'ils n'ont pas perdu la partie. Ils sont acculés finalement dans Gaza à une lutte à mort avec l'ennemi. Et ils mènent cette lutte, ils ne cèdent pas. Ils n'ont pas baissé les bras, ils n'ont pas plié le genou. Et ça, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Bon, mais est-ce que la résistance suffira? Parce que là, on est quand même dans un cadre un peu particulier. Nous avons la preuve évidente qu'Israël ne respecte ni le droit international, ni les conventions de Genève, ni les règles minimales d'humanité. Alors on voit bien que le monde est divisé entre cet Occident qui se prétend être détenteur de la morale, et puis le reste du monde, les BRICS et le Grand Sud, qui disent non, il va falloir qu'on revienne au respect du droit international. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance qu'on y arrive, Tariq? Parce que la Chine
et la Russie sont toujours sur ce point fixe, respect du droit international, respect des résolutions de l'ONU. Les seuls qui ne veulent pas en entendre parler, c'est Israël, les Américains, les Britanniques et les Français qui se contentent de dire qu'ils sont préoccupés, qu'ils sont inquiets, mais ça ne va pas au-delà. Si je peux me permettre d'intervenir, parce que en écoutant l'intervention de Bruno, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes et je pense que ta question, la dernière question, elle est essentielle parce qu'il y a quand même à faire l'analyse des faits, il y a à considérer les espérances et puis il y a à discuter les alternatives. Si on discute des faits, ce qu'a mis en évidence Bruno, et moi je pense que c'est très très important que l'on répète avec force. Et que l'on répète avec force sur le plan des faits historiques comme sur les faits de la réalité d'aujourd'hui, que la question, elle est politique, mais elle ne se joue pas. Elle est, disons, même plus que politique, elle est idéologique, elle ne se joue pas avec Israël entre « Ah, c'est parce que c'est Netanyahou », ce qu'on a entendu d'ailleurs d'un certain nombre de sionistes en disant « Je ne suis pas d'accord avec Netanyahou, mais je reste quand même un soutien d'Israël et du projet ». Et donc cette idée qu'en fait ce serait uniquement l'extrême droite qui pose un problème et non pas le projet en tant que tel et l'idéologie qui le soutient et le supporte et le façonne et le forme, ce que vient de dire Bruno est essentiel. Et c'est effectivement ce que disent les nouveaux historiens, un certain nombre de nouveaux historiens israélien en disant le verre est dans le fruit en fait, il est le projet lui-même, c'est ça le problème, c'est pas une question de Shamir était bien ou Rabin ou Sharon, non, c'est une même politique, il y en a simplement qui de ce point de vue-là traduisent les choses de façon beaucoup plus carré et beaucoup plus sans hypocrisie quant à l'idéologie, quand bien même c'est plein de mensonges quant à la stratégie. Donc les mensonges de Netanyahou on les connaît, mais les seules fois où il dit la vérité, c'est quand il dit il y aura pas d'État palestinien. Le but c'est pas ça du tout. Et donc voilà. Donc je veux dire que là, ce que met en évidence Bruno sur les faits, c'est quand même quelque chose sur le plan historique qui dit, en fait, ce qu'il faut analyser et ce pourquoi et ce vis-à-vis de quoi il faut prendre une position, c'est le projet lui-même en tant que tel, c'est-à-dire ce sionisme-là, qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il veut, parce que si on entre maintenant dans les petits calculs politiques des tensions qu'il y a apparemment entre des courants en Israël, on se rend compte. Et c'est ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure hors antenne. Je veux dire, il faut quand même se rendre compte que dans les statistiques, ce qu'on nous dit, c'est que près de 80% de la population israélienne soutient ce qui est en train de se passer. 80%, c'est-à-dire que c'est quand même sidérant. C'est pas que l'extrême droite, c'est vraiment tout le projet et tous ceux qui sont installés là-bas. Donc là, il y a les faits qu'il faut mettre en évidence et il faut les considérer de ce point de vue historiquement. Et même, je dirais qu'il faut de ce point de vue-là avoir une analyse de l'idéologie en tant que telle, de sa traduction sur le terrain, et il faut y apporter ce que fait Bruno de ce point de vue-là, c'est-à-dire une réflexion, une analyse politique. Mais je pense aujourd'hui que nous devons réunir dans l'analyse des faits la composante religieuse, et je m'explique, parce que je pense qu'on ne peut pas, de ce point de vue, faire l'économie, parce que on veut bien séparer le politique du religieux, mais le religieux a quelque chose à dire du politique. Et tant qu'on n'aura pas demandé aux gens de se positionner sur cette question-là, on ne sera pas au clair. C'est-à-dire que quand je rencontre des personnes qui sont de confession juive, je vais dire, j'aimerais que vous m'expliquiez, c'est-à-dire, est-ce que c'est cet État, c'est ce qu'écrivait Klein, c'est-à-dire le caractère juif de l'État d'Israël, ça veut dire quoi? Vous le comprenez comment? Mais c'est ce que j'avais dit aussi à Georges Cottier, le conseiller spécial à l'époque du pape sur la question palestinienne. Je dis, mais vous, en tant que chrétien, il faut que vous disiez quelque chose sur cette question-là, comme les musulmans doivent dire quelque chose, à savoir que cette terre-là, elle doit être une terre pour les trois religions. Elle doit être, et les lieux saints doivent être pour chacune des religions, et qu'il faut qu'il y ait un discours religieux qui dise ça n'est pas négociable, ça n'est pas la terre d'un peuple, ça n'est pas la terre d'une religion, c'est une terre pour les trois religions, et Jérusalem doit être, il faut que ce discours la tienne, et il faut le dire aussi
aux partisans à l'intérieur même des courants de l'islam politique qui, à un moment donné, tiennent aussi parfois des discours qui sont exclusivistes. C'est-à-dire, le projet, c'est quoi? C'est toutes les religions respectées avec les mêmes droits. Donc, il y a aussi, de ce point de vue-là, contre les messianismes, contre les histoires de peuple élu ou autres, il faut qu'il y ait une vraie réponse de ce point de vue-là qui soit liée à cette analyse-là. Parce que si on fait comme si la composante religieuse elle n'est pas importante, on comprend mal et on disqualifie le discours religieux même de ceux qui sont les plus radicaux, c'est-à-dire dans un camp comme dans l'autre, de ceux qui sont silencieux et qui ont quelque chose à dire de ce point de vue-là. Et je pense que nous devons convoquer ces voix pour que soit dit de façon claire que le projet ne peut pas être le projet d'une entité qui serait religieuse à l'exclusion de tous les autres. C'est-à-dire des sionistes qui viendraient nous expliquer en France qu'ils sont farouchement pour la laïcité, mais tout à fait sourd à son application dans une société qui devrait être une société qui accueille les trois religions en Israël. Sur le plan des espérances, et là j'ai une petite divergence avec Bruno et dans la discussion, moi, là où nous sommes d'accord, c'est que moi j'ai une grande espérance et je pense que ça ne s'agit pas d'une défaite. Sur le long terme, il ne s'agit pas d'une défaite. Je pense néanmoins que nous vivons aujourd'hui quelque chose qui est dramatique. Alors évidemment, pour les messianistes, tuer la moitié de la population palestinienne, ça fait partie des éléments qui sont l'annonce de la fin des temps. Donc il faut compter avec ça. C'est finalement une quantité qui est négligeable au vu des morts de l'histoire. Mais ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et ce qu'on est en train de voir, c'est une victoire par rapport à ce que ça réveille aussi au-delà du peuple palestinien à travers le monde. Parce que ce que tu disais tout à l'heure, Eric, tu dis les BRICS, le Grand Sud, par rapport à l'Occident. Moi, je ne pense pas que la fracture, elle est simplement Grand Sud et Occident. Je pense qu'il y a en Occident une vraie fracture entre les peuples et les États. C'est-à-dire que la majorité des peuples sont pro-palestiniens aujourd'hui et voient l'horreur. C'est-à-dire, et ils le savent, c'est pour ça qu'ils empêchent tout le monde de parler. C'est pour ça qu'ils ont des lois où c'est apologie du terrorisme, parce qu'ils savent que si on laissait les choses se dire, eh bien, c'est pour ça que, par exemple, aux États-Unis, quand vous voulez vous installer, vous devez, dans les 5 dernières années, montrer que vous n'avez rien dit contre Israël. Je veux dire, on en est là, c'est-à-dire qu'on a criminalisé la critique légitime d'un État qui est en train de répandre la terreur et le génocide et l'épuration ethnique à Gaza. On ne peut rien dire. Si on ne peut rien dire, c'est la preuve que dire fait peur. C'est la peur c'est le fait qu'il y a quelque chose. Donc je pense qu'il faut que nous comprenions, c'est pas le Grand Sud seulement. C'est effectivement aujourd'hui des États, des médias qui soutiennent des États, des médias et des gouvernements qui soutiennent Israël aujourd'hui qui veulent absolument nous empêcher de pouvoir faire l'analyse et la critique. Et c'est ces alliances-là qu'il faut que l'on crée. C'est pas uniquement parce que même, je veux dire que quand je suis allé récemment en Afrique du Sud, par exemple, même dans le BRICS, c'est pas acquis pour tout le monde. Hein, c'est pas 100% de soutien on a de ce point de vue-là. Des attitudes par rapport à Israël qui sont pas claires du tout. Donc il faut qu'on fasse attention à ne pas se tromper de là où on met l'équilibre des forces de ce point de vue. Et mon dernier élément, par rapport à ce que disait Bruno aussi, et dans le prolongement, c'est de dire que je ne suis pas sûr que leur but, c'était d'anéantir l'Iran. Je pense que dans la stratégie israélienne, il y avait la volonté de refaçonner le Moyen-Orient, mais de laisser les épouvantails d'une certaine façon présents, parce que ça peut, pour les années à venir, continuer à expliquer leur stratégie. C'est-à-dire que cette opposition et cette façon de maintenir l'opposition iranienne de cette façon-là, et de toujours entretenir le potentiel danger, ça les sert à plusieurs niveaux. Ça les sert sur le plan régional, mais ça les sert aussi par rapport aux Émirats, ça les sert aussi par rapport aux États du Golfe, qui ont tous, de ce point de vue-là, une position extrêmement
problématique. Même le Qatar, même si on a dit que le Qatar était lié à l'Iran, je pense qu'aujourd'hui, le Qatar est totalement lié à la politique américaine dans la région. Il n'y a pas du tout de doute à ce niveau-là. Donc je pense que c'est de ce point de vue l'analyse, à mon sens, il faudrait juste peut-être je ne sais pas si on en discutera, mais elle me paraît plus complexe dans le jeu d'alliance. Je ne suis pas sûr qu'ils aient complètement perdu dans ce qu'ils ont fait au Liban ou dans ce qu'ils ont fait en Iran. Et je pense, encore une fois, on en avait déjà parlé avec Eric dans cette émission, je pense que le 7 octobre est arrivé, mais que le 7 octobre, on l'a laissé arriver. À mon sens, les choses se sont préparées bien avant et les Israël était au courant bien avant que quelque chose était en train de se préparer. Et tout ce qu'on a découvert après de leur stratégie par rapport aux beepers au Liban, par rapport à 3 ans auparavant, leur stratégie par rapport à l'Iran, met en évidence que quelque chose était je veux dire, Sachs aux États-Unis, lui, il dit le projet tel qu'il est formulé sur les 7 pays à attaquer, c'est depuis 1996. C'est-à-dire 5 ans avant 5 ans avant 2001, 5 ans avant. Donc, c'est dire qu'on est sur une projection d'une génération. Donc, voilà. Et donc, ça veut dire que dans cette configuration-là, et c'est là où je reviens à ce que tu disais, Eric, la reconnaissance qu'il y a d'autres acteurs sur lesquels on doit pouvoir s'appuyer pour changer l'axe ou le centre de gravité de la question israélienne et de sa centralité aujourd'hui, elle est importante. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on voit que l'Afrique du Sud s'est engagée le premier, mais le silence chinois et le silence russe par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, et l'implication de la Russie en Ukraine qui fait qu'on a l'impression que son positionnement est neutralisé par rapport à la question palestinienne, reste que ça pose des questions sur qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui des BRICS sur cette question. Voilà. Oui, tenant compte, excuse-moi Bruno, je te donne la parole tout de suite après, oui. Mais Poutine a évoqué la présence de près de 2 millions d'Israéliens d'origine russe sur le territoire israélien, et c'est ainsi qu'il explique sa retenue. Mais si on examine par exemple les déclarations publiques de Lavrov régulièrement condamne l'attitude d'Israël, rappelle la nécessité du respect du droit international. On peut pas dire qu'ils sont franchement indifférents. Mais moi, ma question, excuse-moi Bruno, mais parce que je pense qu'il faut que tu réagisses sur les deux, mais moi, ma question, elle n'est pas simplement de la dénonciation et de dire qu'il faut le respect du droit international. Aujourd'hui, ceux qui peuvent contrebalancer le pouvoir américain et la situation dans la région, ce pourrait être la Chine et la Russie, qui sont dans des alliances, en particulier, même de façon silencieuse, mais de façon très effective, avec la Chine et la Russie, même par rapport à l'axe en Ukraine. Donc là, on n'a pas de véritable politique active. En tout cas, pas à ma connaissance, qui permette de contrebalancer le fait que aujourd'hui, Trump dit n'importe quoi, il dit apparemment n'importe quoi, il dit apparemment des choses folles, mais l'administration qui est derrière sa folie, elle n'est pas folle du tout. Donc le fait d'avoir une espèce de marionnette qui dit n'importe quoi et qui va dans un sens à gauche et à droite et qui terrorise même les États européens avec ce qu'ils proposent comme taxes et autres, c'est moins stupide que ce qu'on croit, ou moins chaotique que ce qu'on croit. Mais moi, dans les politiques du BRICS, je ne vois pas à l'heure actuelle, alors bon, on a des soubresauts, la conférence de Bogota récemment, etc., où on a des expressions, mais est-ce qu'il y a une vraie alternative politique qui viendrait d'abord mettre un terme à ce qui se passe, parce que c'est ça qu'on veut, hein, c'est mettre un terme, parce que si on entend Macron les 3 derniers jours, lui aussi, il a des paroles de soutien par rapport à la Palestine. Je veux dire, contre la faim, c'est abominable et tout ça, c'est oui, d'accord, mais quoi concrètement ? Non. Oui, non, mais moi je partage assez globalement le constat d'une certaine impuissance, volontaire ou non. Hein. Si cette impuissance était volontaire, ça serait grave, mais on ne peut pas totalement exclure cette hypothèse d'un certain nombre de pays qui auraient peut-être les moyens d'en faire davantage. Bon.
Alors, on a parlé de la Russie, de la Chine. Bon, si on élargit la perspective, il y a effectivement les pays des BRICS. Bon, l'Afrique du Sud, Tariq l'a rappelé à juste titre, qui a pris une initiative quand même qui, sur le plan de la défense du droit international et de la mise en cause des responsabilités israéliennes dans les horreurs commises à Gaza, est tout de même significative. D'ailleurs, lorsque est venue en débat auprès de la Cour internationale de justice la question donc posée, je me souviens que le représentant de la Chine avait fait une intervention remarquée et remarquable, dans laquelle il expliquait que la résistance d'un peuple soumis à l'oppression coloniale était légitime, y compris, bien sûr, lorsqu'il s'agissait d'une résistance armée. Ce discours a été publié et parfaitement assumé, d'ailleurs, j'ai pu le constater, par les Chinois, par la presse chinoise, qui, comme on le sait, est pour l'essentiel une presse officielle. Donc il y a une doctrine chinoise sur le sujet qui est quand même intéressante. Bon. Même si les Russes n'ont pas, à ma connaissance, été aussi loin dans l'argumentation visant à légitimer la résistance armée du peuple palestinien, on peut supposer qu'ils ne sont pas très loin, je dirais, de penser la même chose, enfin, même s'ils restent un peu dans l'implicite, alors que les Chinois ont été dans l'explicite. Et tout cela s'est traduit par le vote et par la Chine et par la Russie, on s'en souvient, au Conseil de sécurité, de résolution quand même en faveur du cessez-le-feu. On se rappelle que la première résolution qui avait été déposée, d'ailleurs, et soutenue par la Chine et la Russie, avait été, au contraire, combattue par la France. Premier réflexe de la France, ça a été de refuser de voter le cessez-le-feu. Ça, c'est quand même une tâche, à mon avis, indélébile sur notre pauvre pays. Enfin. Pour ce qui est de la Chine et la Russie, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Dans le cas de la Chine, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est on a depuis quelques semaines, c'est assez récent, une avalanche d'articles et d'analyses, parfois d'ailleurs assez bien documentées, alors côté israélien et américain, ou côté sioniste, on va dire pour simplifier, sioniste dans le monde anglo-saxon, qui consiste à dire, oui mais la Chine finalement, on croyait qu'on pouvait faire des affaires avec eux, mais d'abord on n'en fait plus, parce que la société chinoise qui gérait le port d'Haïfa, elle a plié boutique, enfin c'est ce qu'ils disent, à vérifier. De toute façon, on voit bien que, s'agissant de leurs déclarations, à l'ONU ou ailleurs, ou à la Cour internationale de justice, ils ne sont pas du tout de notre côté. Et donc, il y a même un article dans Tribune Juive que vous pouvez lire, qui a été publié il y a un an, qui disait, ça avait commencé il y a un an, qui disait, mais la Chine, aujourd'hui, c'est la principale menace contre Israël. Ce qui est paradoxal quand même, parce que, comme on le sait, en 2017, la Chine et Israël ont signé un partenariat stratégique avec 25 accords de caractère économique, technologique et autres, qui, présageaient et laissaient augurer d'une belle coopération économique tout de même entre la Chine et Israël. Et puis tout ça s'est fracassé sur la réalité. C'est-à-dire, je pense que, il n'y a aucune présomption de ma part à dire ça, mais je pense que les Chinois, là, dans cette affaire, ont été un petit peu imprudents. Parce qu'ils sont allés assez loin dans la coopération économique avec les Israéliens en se disant, mais finalement, puisque la plupart des pays arabes le font, et qu'on envisage même, c'était l'époque où on parlait, enfin, on avait commencé à parler des prodromes, des fameux ex-futurs accords d'Abraham, pourquoi nous, on s'interdirait de le faire? Après tout, ce n'est pas illogique. Quand les principaux pays de la région sont franchement pas sur une ligne d'opposition à Israël, il n'y a pas de raison que la Chine, qui a des milliers de kilomètres, et qui, d'ailleurs, dont la politique étrangère consiste à travailler avec tout le monde, elle se fasse plus royaliste que le roi. Aujourd'hui, la situation est complètement différente. Et je pense qu'à Pékin, on réfléchit sérieusement à une inflexion, effectivement, de la politique de la Chine à l'égard d'Israël. Ce qui est déjà le cas, on le voit avec la déclaration que j'ai citée, les prises de position des Chinois. Il y a eu tout récemment une prise de position aussi de Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, qui a dit « mais on ne va pas accepter indéfiniment ce qui se passe en ce moment à Gaza ». Alors, ça, c'est les paroles. On aimerait bien qu'il y ait des actes. C'est vrai. Et moi, enfin, honnêtement, si dans les semaines et les mois qui viennent, c'est le statu quo, on pourra considérer effectivement que ces deux grandes puissances, que sont la Russie et la Chine, que je remets pour le coup dans le même sac, n'ont pas été quand même à la hauteur de la situation. Parce que, comme Tariq l'a très bien rappelé tout à l'heure, on est quand même aujourd'hui confronté à un problème qui est un problème qui révulse la conscience humaine. Et là, je pense que la considération de tels ou tels intérêts économiques devrait être carrément reléguée au second plan si les pays en question veulent conserver leur légitimité à parler de la Palestine et des problèmes du Moyen-Orient sur la scène
dans l'arène internationale et à agir demain. Parce que s'ils ne le font pas, ils vont perdre cette légitimité. Ils vont perdre leur crédit, finalement. Et connaissant un petit peu les Chinois, je pense qu'ils vont y réfléchir à 2 fois avant de laisser se dilapider, en effet, le crédit qu'ils avaient commencé à accumuler auprès des uns et des autres au Moyen-Orient. Rappelons que l'Égypte a fait son entrée dans les BRICS, c'est-à-dire que la Chine y a clairement consenti et les relations entre l'Égypte et la Chine s'approfondissent. L'Arabie saoudite et l'Iran, enfin on se souvient de la réconciliation entre guillemets entre l'Iran et l'Arabie saoudite à Beijing. On se souvient aussi de la réunion des 14 factions palestiniennes, là aussi à l'initiative chinoise, qui allait toujours dans le même sens. Donc il y a un certain nombre de signaux qui sont au vert, je dirais, qui sont intéressants. Il y en a d'autres qui restent au rouge. On va voir comment ça va évoluer. Il ne faudrait pas que tout ça reste orange, quoi. Il faudrait que ça aille dans le bon sens. Et je pense que ce sera le cas, sauf s'il y a évidemment un cessez-le-feu à Gaza ou quelque chose qui marque une rupture par rapport à la situation actuelle. Ensuite, et je suis assez d'accord avec ce que disait Tariq tout à l'heure, sur l'idée que finalement l'horreur suscitée par la politique israélienne à Gaza ne recoupe pas dans sa distribution à l'échelle mondiale le clivage nord-sud. Il y a aujourd'hui, parmi les peuples de l'Ouest et du Nord, une vraie prise de conscience. Moi, je me souviens, quand j'avais 18 ans, il y a eu le drame de Sabra et Shatila. J'avais 18 ans. Ça m'a profondément marqué, en fait. J'avais 20 ans exactement. Ça m'a profondément marqué. J'avais déjà pris conscience d'un certain nombre de choses grâce à des séjours réguliers en Algérie, qui était un peu ma deuxième patrie d'adoption pour des raisons familiales à l'époque. Mais ce qui a été pour moi une expérience tout à fait passionnante. Mais Sabra et Shatila, ça a été un événement déclencheur. Je pense que pour beaucoup de jeunes qui ont 18 et 20 ans aujourd'hui, ce qu'ils voient, parce que Sabra et Shatila, on l'a pas vu, on l'a lu. Là, les gens voient l'horreur. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est en train de se répandre comme une traînée de poudre dans une grande partie de la jeunesse et pas seulement dans les pays du Sud. Alors, dans les pays du Sud, c'est plus simple parce que finalement, très souvent, les médias, pas toujours, hein, et Tariq a eu raison de rappeler qu'il y a des nuances, même dans des pays comme l'Afrique du Sud, mais enfin, il y a quand même pas mal de médias qui jouent le jeu. En Chine, par exemple, les médias montrent, clairement, elles montrent l'horreur de la politique israélienne. De même que les médias chinois n'ont jamais mis en cause le Hamas. Ils n'ont jamais prononcé le mot terroriste, ni les dirigeants, ni les médias, à propos de Hamas. Alors que c'est, comme on le sait, un pont aux ânes de nos médias dans le monde occidental, et pas seulement le monde occidental d'ailleurs. Je pense qu'il y a d'autres pays aussi qui suivent l'Occident sur ce registre. Donc tout ça évolue dans le bon sens. Évidemment, pour les Palestiniens qui sont soumis à l'horreur de la guerre coloniale quotidiennement, ça ne résout pas le problème, c'est sûr. Mais il y a, je pense, quelque chose qui évolue dans le bon sens. Est-ce que ça se traduira géopolitiquement ? Je pense, mais il ne faut pas compter sur les BRICS. Ça, c'est un point aussi que je voulais souligner. On met trop d'espoir dans les BRICS, à mon avis. J'adore ce que fait Pepe Escobar, son discours lyrique sur les BRICS, c'est génial. Il va à chaque meeting, il dit voilà, c'est extraordinaire, il y a un tel qui a parlé avec un tel. C'est vrai, c'est formidable, mais c'est beaucoup plus riche, je dirais, de promesses que de résultats. Les promesses, elles sont surtout économiques et financières. C'est la mise en place de systèmes de paiement, le fameux CIPS, qui remplace le système américain, le SWIFT, qui va permettre à des économies en développement, et pas seulement d'ailleurs, de s'affranchir petit à petit, je dis bien petit à petit, de la tutelle absolument insupportable du dollar. Et ça, Trump a bien vu le danger, puisque rappelez-vous qu'il a fait une déclaration lors du sommet de Rio en disant « Ouh là là, mais ces pays qui veulent se passer du dollar, là, vous allez voir, on va s'en occuper, parce que nous, notre dollar, on y tient, etc. » Garde-le toi, ton dollar, et fais ce que tu veux avec, Donald. Les pays souverains qui, au sein des BRICS, aspirent à conduire le développement selon leur propre modèle, ils n'en peuvent plus du dollar. Donc, on va assister petit à petit à une dédollarisation des échanges bilatéraux, c'est le cas progressivement aujourd'hui, et peut-être un jour à la mise en cause de la suprématie du dollar, alors qui va rester pendant très longtemps, tout de même, une monnaie de réserve, puisque pour que les gens n'accumulent plus des dollars, il faudrait que les Américains n'aient plus de déficit. Mais comme leur système complètement vérolé repose sur l'énormité de leur déficit, au pluriel, évidemment, ce n'est pas demain la veille. Mais on va dans cette direction. Par contre, sur le plan géopolitique, autant sur le plan économique, je pense qu'il y a une vraie promesse
dans les BRICS. Autant sur le plan géopolitique, ne nous faisons pas d'illusions. Les BRICS, c'est l'alliance de la carpe et du lapin. J'aime beaucoup la Chine et l'Inde, pays où j'ai eu le plaisir d'aller plusieurs fois, mais enfin, ce n'est pas du tout la même chose. Ni culturellement, ni politiquement, ni géopolitiquement. Ils ne sont pas du tout sur le même agenda. Ils vont essayer de travailler ensemble parce qu'ils ont des intérêts communs. Ça ira pas plus loin. Bon, on pourrait dire la même chose pour, je rappelle quand même, l'Iran et l'Arabie Saoudite, maintenant, sont dans les BRICS avec la Chine. Mais enfin, tout ça, quand même, ne constitue pas une alliance. Les BRICS, c'est pas une alliance. Certainement pas non plus une alliance militaire. Surtout pas. Il n'y a aucune cohésion de ce point de vue-là. Et ce n'est pas une structure qui aurait vocation à devenir de type confédéral. Les pays des BRICS conservent pleinement leur souveraineté parce que c'est ça les BRICS en fait. Ce sont des pays souverains qui tiennent à conserver leur souveraineté et qui vont se rendre des services mutuels dans leur propre développement endogène. Voilà. Sachant que évidemment les Chinois, eux, ont une vision plus large du processus, puisqu'ils sont la première économie du monde, ne cachons pas derrière notre petit doigt, et qu'ils ont évidemment vocation à être le leader naturel, une sorte d'hégémon bienveillant à la tête d'un ensemble de pays qui ont envie de vivre leur vie. Comme les Chinois n'interviennent pas dans les affaires des autres, n'ont qu'une base militaire à l'étranger qui ne sert pas à grand-chose d'ailleurs, à Djibouti, et qu'ils ont une politique qui consiste à dire nous, on n'intervient jamais, ni militairement, ni politiquement chez les autres, c'est leur problème, les autres pays sont relativement à l'aise. Ce n'est pas Lula ou le Brésil ou l'Arabie Saoudite ou l'Iran ou la Biélorussie qui vont craindre l'intervention chinoise dans leurs affaires. Donc, il y a, je dirais, une espèce de leadership souple par la Chine, une vraie promesse économique, mais géopolitiquement, soyons clairs, les BRICS en tant que tels, c'est un ventre mou. D'ailleurs, je crois que la réunion de Bogota n'est pas particulièrement pilotée par les BRICS. C'est un ensemble de pays. Il y a des pays des BRICS parmi eux, mais enfin, c'est une initiative, je dirais, c'est un multilatéralisme spontané venant de la part de pays qui volontairement veulent marquer leur hostilité à la politique israélienne à Gaza. Voilà, c'est tout à fait autre chose. Voilà un peu ce que je voulais dire sur le sujet. Si je peux juste... tu voulais dire quelque chose, Eric? Vas-y, je voulais juste réagir. Non, vas-y, Tariq, rebondis. Je suis tout à fait en accord avec ce principe de réalité auquel Bruno nous invite, parce que le BRICS comme projet économique, c'est une chose, les BRICS comme réalité géopolitique et sur le terrain stratégique, c'en est une autre. Et simplement, j'aimerais, de ce point de vue, traduire ce qui, à mon avis, ce qui à un moment donné a été l'expression d'une interpellation dans ma compréhension des choses au Moyen-Orient. En 2010-2011, j'avais écrit un livre qui s'appelle « Le réveil arabe ». Et je mettais en évidence le fait qu'on avait une lecture politique de soi-disant ce soulèvement des peuples pour la démocratie. On n'avait pas une lecture économique. Et j'avais mis en évidence qu'on n'avait pas été prudent de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que moi, j'avais tout de suite dit, je suis prudemment optimiste. Parce que, à mon sens, le facteur de déstabilisation économique, et on l'a su par la suite, Goldman Sachs, les réseaux sociaux, tous ceux qui ont porté aussi la voix légitime des peuples, parce que les peuples étaient effectivement pour la démocratie, ceux qui les ont portés n'étaient peut-être pas forcément, et d'ailleurs jusqu'à ceux qui ont couvert ce qui se passait avec El Jazeera et le Qatar, elle n'était peut-être pas forcément totalement innocent de ce point de vue-là. Et ce que je mettais en évidence, parce que c'était l'expression d'une réalité tangible, c'est que la Chine avait multiplié par 7 sa pénétration économique au Moyen-Orient et qu'elle prenait une place de plus en plus importante. La déstabilisation du Moyen-Orient et le retour américain par la porte de la sécurité et la porte de l'intervention, ce qui, moi, m'a particulièrement étonné, c'est qu'à ce moment-là, ni la Chine, ni la Russie, à l'exception de la Syrie, où j'avais dit à l'époque, ils vont se mettre d'accord pour ne pas être d'accord, la Syrie, ça va durer longtemps, cette affaire-là. Eh bien, ma lecture de la situation, elle était de dire, c'était l'enjeu économique qui était le plus important. En 2011, 2012 et dans les années qui ont suivi, jusqu'à ce qui se passait en Égypte, ce qui se passait en Libye, parce que la Libye, elle devenait un danger non pas strictement politiquement. C'est Kadhafi avait annoncé qu'il allait se tourner vers l'Italie et la Chine.
économiquement et par rapport à son pétrole, et ça, on le savait. On savait exactement que c'était une donnée économique. Je veux dire, la France n'est pas intervenue pour l'amour du peuple libyen, mais pour la protection de ses intérêts, géostratégiques et pétroliers. Donc, la question de la capacité d'intervention des BRICS sur le terrain géopolitique en tant que tel, au-delà d'une alliance économique qui est une alternative au dollar ou une alternative à l'hégémonie américaine, sont deux choses qui sont différentes. Et nous, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est pas simplement parce qu'on peut tomber dans le même piège. Hein, à force d'idéaliser ce que les BRICS seraient géopolitiquement, on peut tomber dans le même projet hégémonique économique et sans aucune alternative politique. Et ce qui est vrai, ce que dit Bruno est vrai, les Chinois, ils n'avaient aucun problème à faire venir un représentant du Hamas en disant mais nous, on fait venir chez nous des représentants du peuple, il a été élu, il vient. Et donc, ils avaient pris le contre-pied de la position américaine et européenne en disant que ce sont des terroristes, etc. Donc, eux, ils ne font pas d'intervention politique ou ils n'ont pas de projet strictement géopolitique et ils défendent surtout un équilibre économique et leurs intérêts économiques dans la région, ce qui peut aussi provoquer, de ce point de vue-là, des situations vis-à-vis desquelles on va devoir s'exprimer, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que sur le plan interne, la Chine, elle doit être critiquée, et non pas simplement uniquement dans sa politique par rapport aux Ouïghours, mais par rapport au Tibet, par rapport à la répression, parce que c'est un capitalisme de surveillance aussi, donc on ne peut pas idéaliser non plus le projet politique chinois, ni d'ailleurs le projet politique russe, ce qui veut dire de ce point de vue-là que dans les alternatives, on est un peu coincé. Au-delà du fait qu'on peut être content qu'il y ait une alternative économique et que les peuples se réveillent par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, quelle est l'alternative véritable sur le plan du discours politique qui pourrait faire en sorte que tous ces peuples que l'on voit en Occident, qui se réveillent et qui ne sont absolument plus dupes de ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit en Palestine ou que ce soit même par rapport aux alliances de leurs propres États avec les pires des dictatures, ils se rendent compte de ceci. Mais je ne pense pas que notre discours doit simplement être à l'hégémonie américaine. Il faut se tourner vers les BRICS et c'est eux qui vont nous apporter une alternative. J'y crois pas, je ne le vois pas sur le terrain. Et je pense même que sur le plan de l'intervention politique, ils sont coincés. Ils n'interviendront pas. Attendez, je ne suis pas sûr qu'ils sont coincés. Je pense que volontairement, ils ne veulent pas intervenir. La Chine, elle va perdre de son crédit économique à une intervention politique. Donc, elle ne le fait pas. Et la Russie, aujourd'hui, elle n'a pas intérêt à se positionner. Donc, on peut avoir un discours, mais ce seront les faits qui nous apporteront l'alternative politique. Et aujourd'hui, je pense que de là où nous sommes en tant qu'analystes, il faut quand même qu'on réussisse à se poser la question, mais d'une alternative réaliste sur le plan géopolitique, sur le plan de la compréhension du droit international. Parce que je suis même pas, on est bien d'accord, ni la Chine ni la Russie n'ont de leçons à donner sur le respect du droit international. Il est aussi à géométrie variable chez eux qu'il l'est chez d'autres. Alors, on pourrait en discuter longuement. Vas-y, Bruno. Dans ce que vient de dire Tariq, il y a deux choses. Il y a une avec laquelle je suis d'accord. C'est-à-dire, l'alternative, bon, il y a bien un économiste que j'ai cité dans mon dernier livre d'ailleurs, qui s'appelle Jean-Louis Beffa, qui est un économiste libéral français, qui disait mais la Chine a réussi à créer une alternative au capitalisme mondialisé, piloté par les États-Unis, c'est le système chinois. C'est une interprétation possible, mais ce n'est pas une alternative pour le monde. En fait, les Chinois ont réussi à créer chez eux un système qui fonctionne, qui n'est pas le capitalisme d'État ou le capitalisme de surveillance dont parlait Tariq, je reviendrai là-dessus, mais qui est le socialisme aux caractéristiques chinoises, avec un débat qu'on peut avoir, mais on ne le fera peut-être pas aujourd'hui, sur la nature profonde de ce système et l'articulation qu'il a réussi à instaurer entre un secteur capitaliste qui existe et un très puissant secteur d'État qui contrôle tout ce qui est important en Chine, de l'industrie lourde à la banque, en passant par les télécommunications, les transports et l'armement.
Il faut le rappeler, ça, quand même. Donc, ce n'est pas un système capitaliste stricto sensu où une oligarchie financière détentrice des principaux moyens de production contrôlerait en fait toutes les sphères décisionnelles. Non, ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, l'élite dirigeante chinoise, c'est une élite dirigeante recrutée par le parti sur des critères méritocratiques qui sert le parti État, pour l'essentiel, même s'il y a des connexions avec le secteur privé, sur lesquels d'ailleurs Xi Jinping a tendance de temps en temps à donner quelques bons coups de règle sur les doigts. Bon. Ça, c'est un sujet en soi. On va peut-être pas le traiter aujourd'hui, mais je voulais, par rapport à ce qu'a dit Tariq, marquer un petit peu ma différence dans l'appréciation du système chinois. Maintenant, sur le plan géopolitique, ce que Tariq a dit est tout à fait vrai. La Chine n'a pas intérêt à intervenir directement dans les affaires des autres, d'accord ? Et elle ne le veut pas. C'est même pas... on pourrait dire elle le voudrait bien, mais elle n'a pas intérêt à le faire. Non, elle n'a pas intérêt à le faire, elle ne le veut pas, et c'est contraire à sa doctrine. Je prends un exemple concret. On pourrait légitimement attendre de la Chine qu'elle prenne des sanctions économiques et financières contre Israël. En tant que citoyen et solidaire, militant de la cause palestinienne, j'appelle de mes voeux ce genre de choses. Mais je ne sais pas si la Chine le fera. Pourquoi ? Parce que la Chine a une politique qui consiste à dire on est contre toute forme de sanctions économico-financières, contre qui que ce soit. Sauf lorsque la Chine elle-même est visée par des sanctions et elle se contente, en général de manière très mesurée, de donner la réplique. Je rappelle que les taux de droits de douane infligés aux produits américains en représailles des droits de douane infligés par Trump aux produits chinois sont inférieurs. Les Chinois n'ont jamais fait de la surenchère. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Ils ont mené aussi à une époque une politique de rétorsion économique à l'égard de l'Australie, qui avait, ce n'est plus le cas du tout aujourd'hui d'ailleurs, pris quelques mesures désagréables à l'égard de la Chine. Mais c'est un principe. C'est-à-dire, s'ils commencent à déroger à ce principe, pour Israël et la Palestine, ils seront obligés, moralement et politiquement obligés de le faire demain pour d'autres situations dans le monde. C'est extrêmement regrettable, et à titre personnel, je le regrette, mais c'est cohérent avec la vision chinoise du monde et avec la conception qu'ils se font de leur rôle dans le monde. Ils ne veulent pas être le nouvel hégémon planétaire. Ils ne veulent pas diriger les affaires du monde. Contrairement à ce qu'on lit ça et là, la Chine, c'est un empire, oui, parce qu'il est vaste, mais c'est un empire sans impérialisme. Et toute la Renaissance chinoise est fondée depuis Mao Zedong, et je dirais même depuis Sun Yat-sen, avant lui. J'ai pu mesurer d'ailleurs, en m'étant rendu à Canton dernièrement, à quel point Sun Yat-sen était une figure légendaire aussi, pour la Chine populaire aujourd'hui. Attention, hein, il se réapproprie complètement cet héritage, parce que c'est une Chine souveraine, une Chine républicaine et souveraine, qui ne fait pas la leçon au monde. Et c'est ce qui interdit à la Chine, effectivement, de mener une politique de sanctions, quel que soit le motif. Alors, peut-être qu'il y aura une exception demain, et peut-être qu'ils prennent des sanctions sans le dire. Ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure à propos des articles parus dans la presse sur le partenariat économique sino-israélien complètement en vrac. Voilà. Il y a un élément intéressant aussi, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il avait été question dans la presse il y a quelques mois d'une demande que les États-Unis avaient adressée à la Chine, consistant à dire, écoutez, les Houthis là, qui empêchent la circulation des navires dans la mer Rouge, c'est insupportable. Est-ce que vous pourriez nous aider à régler le problème ? Et la presse américaine et occidentale générale avait été très embarrassée par cette affaire-là parce qu'en fait, les Chinois n'ont jamais répondu. Ce qui montre bien qu'en fait, face à la politique des Houthis, ils ont fait un choix. C'est de ne pas affronter les Houthis. D'ailleurs, il n'y a pas une seule cartouche qui a été tirée par l'armée chinoise, qui est pourtant présente dans la région, puisque sa seule base militaire à l'étranger, comme vous le savez, est à Djibouti, contre les Houthis. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Par l'abstention, par le silence, par l'omission, la Chine agit en réalité. Voilà, c'est un constat que je fais. Elle n'agit pas comme on le souhaiterait, ou comme nous serions nombreux à le souhaiter, mais je trouve qu'elle agit. Alors la Russie, c'est un peu différent, et Eric l'a rappelé, ou Tariq aussi. La Russie, c'est différent parce qu'une grande partie des Israéliens sont des Russes, en fait. Et qu'il y a des liens entre les deux pays qui sont tels que... Alors, ce n'est pas à la même échelle qu'entre Israël et les États-Unis, où là, il y a une osmose complète entre les élites dirigeantes, aussi bien économiques que politiques, des deux pays. Netanyahou n'a pas une standing ovation, je ne sais pas comment on dit en russe, à la Douma, comme il l'a au Congrès des États-Unis.
Mais il y a un lien là, voilà, qui est historique, qui est charnel, qui est économique, qui est un peu mafieux peut-être aussi sur les bords, qui fait que Poutine n'a pas les coups des franches, à supposer qu'il veuille les avoir d'ailleurs. À supposer que la politique de la Russie soit de déstabiliser ou de contrer Israël sur quelque sujet que ce soit, ce dont je doute personnellement. Voilà. Bon, mais alors, sur qui les Palestiniens peuvent-ils réellement compter? Israël dispose de l'aide américaine, l'aide britannique, l'aide de l'Union européenne. Les Palestiniens peuvent compter sur qui, Bruno Tariq? Je vais laisser Tariq répondre parce que la question est très difficile. C'est cela dont je parlais quand je disais il faut que nous pensions une alternative et une autre façon de considérer les choses aujourd'hui. Juste pour rebondir sur ce que disait Bruno, je ne vais pas revenir sur la discussion sur la Chine, on l'aura peut-être dans un autre Oui, moment. on l'aura parce que ça demande une autre analyse. oui. Mais je pense que la doctrine qui consiste à ne pas intervenir politiquement ou même militairement, elle est quand même liée à un projet supérieur qui est une hégémonie qui est économique, et je pense que la Chine a ce projet-là et que tout ce qu'elle a comme projet, même dans son alliance avec la Russie, existe, et ça, il ne faut pas le minimiser. Je pense que notre problème aussi dans cette réalité, c'est la considération économique est essentielle dans la compréhension, dans la lecture des politiques chinoises ou russes aussi, au-delà du fait des populations qui sont des juifs qui ont émigré depuis la Russie. La situation aujourd'hui par rapport à la Palestine, quand on regarde concrètement, c'est effectivement maintenant, dans cette situation absolument limite, effroyable, qui est limite au sens du droit international qui est totalement bafoué, effroyable sur le plan humain, où là maintenant on est arrivé à l'extrême de ce qu'on a essayé de nous dire pendant pratiquement 70 ans. C'est-à-dire qu'on nous a présenté l'affaire palestinienne comme on a voulu la dépolitiser pour en faire une question humanitaire. C'est-à-dire qu'Israël détruit chaque 2 ans à Gaza, puis on nous dit il faut reconstruire les écoles, et puis voilà. C'était ça la solidarité avec le peuple palestinien. Là, on est arrivé à la limite de tout. On est de l'humanitaire, on est à l'inhumain, on est dans le massacre, on n'est pas dans la guerre, parce que c'est pas guerre, c'est pas Israël contre Hamas, c'est Israël qui détruit un peuple, c'est un processus génocidaire caractérisé. Donc, à partir de là, qu'est-ce que l'on voit? On voit effectivement qu'il y a un certain nombre de gouvernements qui sont des gouvernements. Alors, on en parlait tout à l'heure de la Colombie, on a vu l'Afrique du Sud. On entend des voix, mais il n'y a pas de résonance. On vient d'entendre le Premier ministre malaisien qui dit il faut faire quelque chose. On entend du monde majoritairement musulman, la Turquie, mais ils sont totalement pieds et poings liés de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que l'on voit concrètement, c'est que les alliés concrets, à l'exception des Houthis qui continuent aujourd'hui leur politique, sur le plan des gouvernements, même l'Iran, pieds et poings liés, le Liban est silencieux, les autres États sont tous dans la collaboration avec les États-Unis, que ce soit la Jordanie, que ce soit les États du Golfe. Et on voit que ce sont des peuples aujourd'hui et qui sont muselés parce que les peuples sont effectivement avec la Palestine, et encore une fois, que ce soit dans le sud ou dans le nord. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a des élus qui ne sont pas au niveau des gouvernements, ou quelques personnes qui sont au niveau des gouvernements, qui sont aujourd'hui en train de défendre la Palestine. On a au niveau des organisations internationales le positionnement extrêmement clair de l'ONU, mais qui est considéré par Israël comme antisémite, que ce soit Gutiérrez ou que ce soit Francesca Albanese ou tout ceci. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, en termes de pouvoir politique, sur le plan international, c'est quelques États qui l'expriment, mais c'est la majorité des populations qui l'expriment. C'est ça aujourd'hui les alliés. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est tous devant une impuissance politique. On voit rien. Il n'y a personne qui peut intervenir. Je veux dire, comment est-il possible que le 8 octobre, Netanyahou nous annonce ça va être long, ça va être dur, ça va être décisif,
et que ce qu'il a dit le 8 est en train de se réaliser 2 ans plus tard et que personne n'a bougé. C'est-à-dire que les alliés des Palestiniens aujourd'hui, ce sont des opinions publiques, ce sont quelques États qui expriment une voix alternative, ce sont des organisations internationales, ce sont quelques agences humanitaires qui disent que c'est effroyable, mais au-delà de ceci, au niveau des États, la démission absolue de tous les États arabes et des États majoritairement musulmans, ils sont tous, de ce point de vue-là, ils se sont tous alignés, à l'exception du Yémen. C'est le Yémen aujourd'hui qui fait entendre une voix en disant tant que vous ne cesserez pas, on tirera sur on bombardera les bateaux et voilà. Mais l'Iran n'a rien fait, le Liban ne peut rien faire et tous les autres États sont muselés. Et à côté de ceci, ce que l'on voit au niveau européen, c'est absolument incroyable. Il y avait pendant quelque temps, on avait une voix un peu alternative qui était la Norvège, qui s'exprimait un peu plus par rapport à... Rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'État qui s'exprime de ce point de vue-là, de façon concrète, si ce n'est qu'ils interviennent pour reconnaître l'horreur humanitaire, mais pas du tout pour résoudre l'équation politique. Alors, justement, Bruno, il peut répondre à ça aussi, les gens. Oui. Alors, résoudre l'équation politique aujourd'hui, sachant ce qu'est effectivement l'équation politique, c'est-à-dire comment arriver à trouver un terrain d'entente, un modus vivendi, une façon de vivre ensemble pour des populations qui s'affrontent parce que les uns sont représentés par un État colonial génocidaire et les autres subissent l'oppression coloniale et génocidaire de ce même État. Moi, ça fait longtemps que je suis très perplexe sur la perspective de la solution à 2 États, parce que les Palestiniens qui ont vraiment réfléchi à la question, eux-mêmes le sont. C'est pas à eux qu'on va apprendre la vie. Hein. Donc, on sait très bien que quand les accords d'Oslo ont été signés, c'était en contradiction avec une résolution qui avait été prise à Damas à l'époque, signée par l'ensemble des mouvements palestiniens, à l'exception de si mes souvenirs sont exacts, la branche majoritaire du Fatah. C'est-à-dire que même les minoritaires du Fatah, toutes les autres organisations de l'OLP à l'époque, il y en avait qui étaient beaucoup plus influentes qu'aujourd'hui, et bien sûr la composante islamique du mouvement national palestinien, tous ces gens-là, qui étaient réunis à Damas parce que la fraction de l'OLP qui était la plus hostile à Arafat à l'époque était pro-syrienne, tous ces gens avaient dit non, mais c'est pas possible, on ne peut pas accepter un dispositif dans lequel on n'a aucune garantie sur ce qui va se passer, qui est totalement déséquilibré dans sa définition même, et puis de toute façon, écoutez, même l'histoire des frontières de 67, c'est quand même pas une grande victoire, quoi. Bon. Donc, dès le départ, le verre était dans le fruit, on sait comment, on ne va pas refaire l'histoire. Il me semble, moi, qu'on a vendu, on a accepté la paix pour un plat de lentilles, quoi, finalement. Bon. Et tout ça est tellement évident aujourd'hui que ceux qui parlent de solution à 2 États ont l'air d'être complètement sur une autre planète. Le drame, c'est que ceux qui en parlent sont précisément les États de cette planète. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de version officielle, hein, comme il y a une version officielle du 11 septembre, il y a une version officielle de la solution de l'équation politique qui s'appelle solution à 2 États, à laquelle personne ne croit et dont tout le monde parle. Et ça, c'est quand même un vrai problème. À quel moment cette espèce de mini-bombe va nous exploser à la figure? Parce que les Palestiniens eux-mêmes n'y croient plus. Ils n'y croient plus. Donc, quelle est l'alternative à ça, si ce n'est évidemment la perspective d'un État unifié, démocratique, multiconfessionnel, acceptant tout le monde, à égalité? Mais ça, c'était la charte de l'OLP dans les années 60. Voilà, et c'est, si j'ai bien compris, également dans les perspectives du Hamas, après qu'il ait lui-même révisé sa charte et qu'il ait considéré que les autres confessions, qui ne seraient pas musulmanes, ont parfaitement le droit de vivre en paix sur la terre de Palestine, qui appartient à tous les Palestiniens, quelle que soit leur origine et leur confession. Le problème, ce n'est pas tellement de concevoir la solution de l'équation, c'est de contraindre celui qui n'en veut pas à l'accepter. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est cruellement désarmé, sachant qu'en même temps, il n'y a pas côté israélien. Hein, certains parlaient, vous savez, à une époque, il nous faudrait un De Gaulle israélien. Oui, mais avant que De Gaulle accorde l'indépendance à l'Algérie,
il a tenté quand même de vaincre militairement le FLN. Et c'est parce qu'il a compris que tenter de vaincre militairement le FLN coûterait très cher en vies humaines et en guerre prolongée qu'il a fini par se résoudre à ce qu'il avait peut-être imaginé dès le départ comme la solution inéluctable d'un problème qui empoisonnait en fait non seulement la vie des Algériens, mais la vie des Français. On n'a ni l'un ni l'autre. C'est ça le drame aujourd'hui. On n'a pas les moyens de contraindre, enfin visiblement, après tout ce qu'on a dit, de contraindre Israël à lâcher prise, et on n'a pas, côté israélien, un dirigeant qui serait suffisamment intelligent et suffisamment humain pour convaincre ses compatriotes qu'il faut arrêter, quoi. Voilà. Le rapport de force, il n'est pas tellement favorable aujourd'hui, effectivement, à la résolution de l'équation politique, comme je reprends l'expression de Tariq. Est-ce qu'il le sera davantage demain ? Honnêtement, je n'en sais rien. Alors justement, à quelques jours du dîner du CRIF, où nos élus sont allés prendre leurs directives, Emmanuel Macron annonce la reconnaissance par le gouvernement français d'un État palestinien. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais, Bruno. Quel État, sous quelle forme ? Qu'est-ce que va apporter, selon vous, cette reconnaissance par la France d'un État palestinien ? Est-ce que ça va avoir une incidence, un poids politique, ou c'est juste de la gesticulation ? Par rapport à ce que vient de dire Bruno et par rapport à cette question-là, encore une fois, c'est pas nouveau cette histoire de la reconnaissance. Il y a quand même un grand nombre de pays qui a déjà reconnu l'existence de l'État. Et la réaction surdéterminée de Netanyahou en disant si vous faites ceci, c'est que vous reconnaissez le terrorisme, etc., que vous soutenez le terrorisme. En fait, je pense que factuellement, ça va strictement rien changer. La seule chose qui gêne Israël de ce point de vue-là, c'est pas que ça puisse se traduire. C'est juste que par rapport au projet colonial qui est de finalement prendre toute la terre, dire qu'il peut y avoir un État, c'est reconnaître qu'il reste une affaire et une question palestinienne. Et donc, c'est la permanence de la référence à l'État palestinien qui fait référence et qui renvoie à l'existence d'un peuple palestinien et qui a droit à une terre. Ça, en ne voulant plus parler d'État, c'est le moyen politique pour Israël de faire sortir ou de ne plus avoir à faire référence au peuple palestinien parce que on aurait on aurait effacé la référence à l'État palestinien ou à une entité palestinienne. La réalité, elle est bien celle que dit Bruno, c'est-à-dire que d'abord, et moi encore une fois, je l'avais écrit il y a une trentaine d'années, l'État binational, parce qu'effectivement, je pense que ceux qui étaient le plus en avant de ce point de vue-là, et tout à l'heure dans la critique qui a été faite des accords d'Oslo, Edouard Saïd, qui était impliqué complètement là-dedans, l'a écrit directement, c'est une trahison de la question palestinienne. Les accords d'Oslo ont trahi le projet à la base. Et de ce point de vue, et là, c'était une discussion que j'avais même eue avec Alain Grèche. À l'époque, Alain Grèche était plutôt positif. Je lui ai dit, mais non, mais c'est une vaste supercherie, cette affaire-là. Et donc on a cette ligne-là. Et l'idée de ce discours sur les deux États, le fait aujourd'hui qu'on continue à considérer que c'est un vrai pas en avant, le fait de dire qu'on reconnaît l'État palestinien, c'est encore une fois, ce sont des mots, c'est une expression d'un soi-disant soutien, mais sur le fond, sur le plan du terrain, sur le plan de la question politique elle-même, c'est plus symbolique qu'autre chose. La seule chose qu'on peut en tirer, à mon sens, c'est que la France ou les autres pays qui ont reconnu l'État reconnaissent la réalité d'une question palestinienne et du droit d'un peuple. Maintenant, est-ce que c'est la solution des deux États qui est absolument et depuis très longtemps quelque chose qui n'est plus du tout réaliste, comme l'a dit Bruno, mais je pense que la façon dont il l'a dit et la façon dont il l'a traduit est une chose qu'il faut entendre et l'entendre comme ceci, c'est
c'est un projet dont tout le monde, de tous les États parlent et dont aucun de ces États ne croit. C'est ça la réalité. Ils n'y croient pas. Ils le répètent comme une antienne, mais ils n'y croient pas. La question que nous, on doit retirer de cette reconnaissance de l'État palestinien, c'est juste la reconnaissance qu'il y a un peuple et que ce peuple aujourd'hui se voit nier ses droits et là, à Gaza, se voit nier son existence. Et en fait, pas simplement à Gaza, en Cisjordanie, ce qui est en train de se passer maintenant est une horreur. Est une horreur. L'expropriation, le fait de tuer les gens, de prendre leurs maisons, de les faire sortir, de prendre tous leurs biens. Aujourd'hui, c'est une colonisation étape par étape qui est en règle. C'est-à-dire, elle se fait sous nos yeux, loin des caméras, parce qu'on est pris par Gaza, mais ce qui se passe en Cisjordanie est une horreur aussi. Donc voilà ce qu'on peut retenir ou espérer garder de cette reconnaissance-là. Je vois rien de plus que cela, parce que je pense que même Macron lui-même, comme le dit Bruno, il n'y croit pas. C'est juste un acte symbolique qui prouve la veulerie de l'absence de politique réelle. Bon, mais alors, quelle est la motivation réelle de Macron dans ce cas? Si lui-même sait que sa reconnaissance de l'État palestinien ne va rien changer concrètement. D'ailleurs, Trump a dit n'écoutez pas ce qu'il dit. En clair, il aurait pu prononcer cette phrase de la Bible n'écoutez pas ce qu'il dit, il est fou. Ouais. Bah, on va essayer d'entrer dans le cerveau de Macron. Finalement, la France, a une attitude assez lamentable depuis le début. Et Macron sait que, aussi bien dans la population française qu'à l'étranger, il y a quand même pas mal de gens qui trouvent que cette politique française est lamentable. Donc il essaie un peu de corriger le tir. Il l'avait déjà fait, rappelez-vous, quand il était allé en Égypte, il avait dit quand même c'est horrible. Et quand il était allé au Liban, ou quand il avait parlé du Liban, je ne sais plus, il avait parlé de barbarie. Wow, alors là, ça avait été terrible, parce que les Israéliens avaient dit comment il ose nous traiter de barbares. Donc il y a un rééquilibrage rhétorique dans le discours macronien qui lui permet, tout en mécontentant un peu son aile dominante sioniste, de donner quelques gages, un peu de grain à moudre à ceux qui, y compris dans son propre camp ou dans l'opinion française en général, quand même, trouvent que trop c'est trop. Donc, en même temps, c'est du Macron, c'est-à-dire je ne vais pas faire grand-chose en fait, mais je vais placer le bon mot au bon moment qui va permettre, parce que je suis très intelligent, de trouver la bonne formule qui va me permettre de maintenir le peu de crédit qui me reste. Parce qu'il faut dire que Macron, quand même, est dans une situation assez particulière, d'un président totalement minoritaire dans son pays. Il n'a pas de majorité parlementaire non plus. Enfin on est quand même, vous le savez mieux que moi, dans une situation un peu particulière. Donc voilà, c'est une façon de faire ça. Maintenant, soyons quand même un petit peu positifs. Je crois que c'est 138 pays qui ont déjà reconnu l'État de Palestine. Beaucoup d'ailleurs l'ont fait dans la semaine qui a suivi la proclamation par le Conseil national d'Alger, le Conseil national palestinien d'Alger en novembre 1980, de l'État de Palestine. C'est quand même une initiative palestinienne au départ. Donc dire aux Palestiniens, vous vous proclamez État de Palestine, on vous reconnaît, c'est pas neutre non plus. C'est intéressant du point de vue, comme l'a très bien dit Tariq, de la reconnaissance de l'existence du peuple palestinien et de ses droits politiques. Quelque part, la déclaration d'Alger en novembre 80, c'était la réplique à la déclaration de Balfour de 1917. Vous avez créé un foyer national juif qui nous dépossédait, nous, Palestiniens autochtones, de nos droits politiques. Regardez, on continue à se battre pour qu'ils soient reconnus et qu'ils entrent dans les faits. Comme on ne peut pas les faire entrer dans les faits tout de suite parce que l'oppression coloniale nous en empêche, on proclame ces droits et on se bat pour les défendre. Donc moi, je serais peut-être un peu plus positif en disant, allez, la France fait l'aveu tardif que finalement, reconnaître l'État de Palestine, ce n'est pas une mauvaise chose. Tant mieux. Mais enfin, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose. C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est évident. Des pays comme la Chine ou la Russie l'avaient fait depuis très longtemps. Et beaucoup d'autres. Donc, et puis ça met en pétard toute la galaxie sioniste en France. Et rien que pour ça, c'est bien, en fait. Mais je pense qu'il faudrait quand même, je suis complètement d'accord là, je pense que la référence aussi à la reconnaissance par tous ces États, c'est quelque chose qui est effectivement
positif et plus que symbolique, parce que c'est vrai que derrière l'État, il y a la reconnaissance du peuple et de ses droits. Aujourd'hui, sur le plan du terrain, si on veut être réaliste et si on veut véritablement espérer que quelque chose évolue, au niveau du droit international, comme au niveau du droit national, comme au niveau de la réalité locale, ce qu'il faut, c'est la défense du droit du peuple palestinien, et non pas simplement la reconnaissance de son État. C'est le peuple palestinien et c'est la nation palestinienne. Et ça, c'est particulièrement important. Il faut quand même que se rendre compte de ce qui est un massacre de Palestiniens, qui est présenté comme une guerre entre Israël et Hamas. Rien que la terminologie a déjà tout dit, en fait. On a totalement tordu la réalité. C'est pas la réalité. Aujourd'hui, c'est Israël qui détruit et tue et massacre un peuple. C'est pas une guerre entre les anti. Alors après, effectivement, comme l'a dit Bruno, il y a une résistance, on est d'accord, mais cette résistance-là, c'est pas une armée contre une autre, c'est effectivement un projet de massacre. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est pas uniquement la reconnaissance de l'État, c'est la reconnaissance du droit à partir de ce qui est aujourd'hui totalement bafoué, le droit international, qui est foulé aux pieds, mais quotidiennement par le gouvernement israélien. Alors justement, ce que j'ai un peu de mal à comprendre dans l'attitude de Macron, c'est le moment qu'il choisit pour annoncer la reconnaissance d'un État palestinien. Politiquement, il y a quand même pour lui beaucoup plus à perdre qu'à gagner, Bruno, non ? Sauf qu'il a dû faire des sondages et qu'il s'est rendu compte qu'une grande partie de la population française, quand même, trouvait que l'attitude israélienne à Gaza était assez condamnable. Et même chez des gens qui ne sont pas spécialement pro-palestiniens ou anti-sionistes, il y a quand même une sensibilité. Et je pense qu'en fait, il a compris qu'il y avait cette sensibilité. Il cherche à la capter à son profit en disant, bon, je vais perdre quelques plumes d'un côté, mais de l'autre. Comme je suis un centriste et que je pratique le en même temps, voilà, c'est tout à fait conforme à ma vision des choses. Sachant que, bon, qu'est-ce qu'il a à perdre ? Il termine son 2e mandat, il n'en fera pas un 3e, il laisse une classe politique complètement éclatée, un pays ruiné et des Français démoralisés. Donc, bon, qu'est-ce qu'il a à perdre finalement ? Il n'est pas dans la même position que Trump, qui lui a quand même les élections de mi-terme bientôt, voilà, et puis espère sans doute passer le bébé à Vance ou à je ne sais qui ensuite. Et je veux revenir un instant sur le discours de Jonathan Arfi, le patron du CRIF, qui a mis en cause à la fois Mélenchon et à la fois Dominique de Villepin, en faisant deux hommes à abattre. En clair, ils ne doivent absolument pas accéder au pouvoir parce que ils sont pas assez sionistes, pas assez pro-israéliens et particulièrement antisémites. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu la déclaration de Elie Chouraki, qui est un cinéaste de renom, qui a fait quelques films à succès, s'exprimer en disant je ne comprends pas, c'est pas normal. L'humanité est en train de devenir totalement antisémite. Vous l'avez entendu, ça ? Sur ITV. Le monde entier, comme je le disais, voit qu'il y a un génocide. Les Israéliens ne le voient pas. Comment vous expliquez ce déni de réalité ? Comment vous expliquez cette attitude qui est incompréhensible pour n'importe lequel d'entre nous ? Ils vivent dans une bulle, hein. Je pense qu'ils vivent dans une bulle. Et le plus grave, à mon avis, c'est qu'ils croient ce qu'ils disent. Je pèse mes mots. Je pense qu'ils y croient. Ils se sont auto-persuadés que voilà, on voulait leur faire la peau et que c'est un îlot de civilisation noyé dans un océan de barbarie. Alors, il y a sans doute parmi eux des cyniques qui n'y croient pas et qui se disent tant mieux si les autres y croient, c'est quand même important. Mais les personnages dont tu parles, c'est-à-dire la frange la plus lobotomisée de la galaxie sioniste francophone,
elle est totalement auto-persuadée de la véracité de ce qu'elle raconte. Ça, j'en suis convaincu. Hein. Ouais, Caroline Yadan, voilà, ce genre de personnage, c'est pareil. Voilà. Dans un post que j'ai vu hier, disait qu'elle avait eu une longue discussion avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à qui elle aurait demandé de ne plus tolérer que le mot génocide soit prononcé. Alors, est-ce que vous pensez que cette reconnaissance de la Palestine par Macron risque de libérer la parole et qu'on va peut-être alléger un peu la censure dont nous sommes victimes, parce que au niveau des médias mainstream, vous voyez bien, il n'y a qu'un seul narratif qui soit le bon, c'est celui de l'armée israélienne ou du gouvernement israélien. Est-ce que vous pensez que ça va avoir une incidence sur la liberté d'expression ou pas? Vous êtes dubitatif. Non, parce que je voulais laisser Bruno intervenir, mais d'abord, je pense qu'il faut qu'on distingue les choses. Je suis assez d'accord avec Bruno de dire qu'il y en a certains qui sont convaincus de ce type-là et qu'on a affaire à de l'antisémitisme. Je pense que la majorité sont cyniques et ils ont compris l'usage et l'emploi. Je réfère toujours à ce que disait Finkelstein quand il parlait de l'industrie de l'Holocauste, c'est-à-dire cet usage permanent de tout ramener à l'antisémitisme. Et donc ça, c'est une vraie politique de communication à partir d'Israël. Et Meir Habib, lui, qui a été le conseiller dans l'intervention de Netanyahou sur la télévision française, ils ont bien compris ceci. Donc on sait très bien utiliser la question de l'antisémitisme. Je pense que le fait de la reconnaissance de l'État d'Israël, Bruno disait une chose qui était importante, sans doute ils ont fait des sondages. Aujourd'hui, sur le plan populaire, on perd moins à soutenir les Palestiniens et à reconnaître cette horreur qu'à soutenir Israël sur le plan populaire. Et c'est ceci qui fait peur aujourd'hui au CRIF. C'est-à-dire que tout ce que fait l'extrême droite pour se faire adouber, pour pouvoir être reconnu aujourd'hui, le Rassemblement national et tout ceci, c'est destiné à une certaine élite française, c'est destiné à une reconnaissance dans les médias, c'est destiné à... Mais sur le plan populaire, effectivement, on va jouer sur une population qui, de ce point de vue-là, leur équation, c'est le rejet de l'étranger et le rejet de l'islam et le rejet... Non, c'est cette équation-là qu'il faut voir. Mais sur le plan de la population plus générale, il prend très très peu de risques et il se rend bien compte d'une chose, c'est que dans les derniers mois, Villepin est devenu l'un des premiers acteurs où il y a une reconnaissance populaire de ses interventions sur ses positions sur la Palestine, parce qu'il est totalement en décalage. Il est plus, de ce point de vue-là, il a vraiment une parole gaulliste, pro-arabe, et tout à coup, il commence à monter dans les sondages. Étonnamment, et pour ceux qui connaissent le terrain, pas si étonnamment que ça. Et Mélenchon, tout le monde sait que ce qui permet aujourd'hui à LFI d'avoir cette présence sur le plan politique, ça a été tout ce discours-là. Le meilleur exemple, ça a été le symbole Rima Hassan jusqu'aux élections européennes. Donc, il faut bien se rendre compte que c'est pas perdant de ce point de vue-là. Et il se rend bien compte que sur le terrain, ils ne pourront, en France, on ne pourra pas faire sans la reconnaissance de cette question-là palestinienne, connectée également à la question de l'immigration, connectée à la question de l'islam. On ne pourra pas faire sans. Il faut quand même se rendre compte d'une chose. Moi, je l'ai dit lors des dernières élections, c'est la première fois de l'histoire récente que la communauté, les Français de confession musulmane, peuvent, dans l'éclatement du paysage politique, influencer sur le premier tour, pas simplement sur le second. Ils ont influencé. C'est la première fois dans l'histoire que tout à coup quelque chose se passe. Et donc, il faut faire des calculs. Il faut se dire, attention, là, on ne peut pas
avoir cet angle mort-là, on ne peut pas continuer à l'avoir. C'est la première fois dans l'histoire que les dernières élections, parce que l'éclatement du paysage politique donne du poids à une minorité qui va réagir à ces questions-là. Donc, on se rend bien compte que là, il y a des tensions dans la société française. Juste un élément très rapidement, dans une discussion que j'avais eue avec Lelouch, qui était à l'époque, et quand je lui disais, nous, on est des citoyens de confession musulmane, certes, mais on est des citoyens européens. Puis il me regarde et il me dit, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Je lui dis, non, mais attendez, il faut savoir, vous voulez qu'on soit citoyen ou vous voulez qu'on soit quoi, en fait? Vous nous voulez comme des citoyens ou vous nous voulez comme des étrangers? Puis il me dit, on était en Suède, et il dit un truc qui, aujourd'hui, se réalise. Il dit, faut faire attention à cette nouvelle citoyenneté parce qu'elle aura un impact par la démocratie sur les politiques étrangères. Ah, oui. Donc, on est bien. C'est bien la question, en fait. C'est votre cible sur cette population-là, elle a un calcul sur les politiques intérieures et les politiques internationales. Donc, on en est là. Je pense que ce calcul-là, il est fait. Alors, ce qui explique à l'autre bout de l'échiquier politique, ou dans un autre segment, l'alliance extraordinaire entre l'extrême droite et les sionistes, qui prend complètement le contre-pied de la ligne idéologique qui était celle de Jean-Marie Le Pen, canal historique, Rassemblement national, canal historique. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et ils en rajoutent. Il faut voir les tweets faits par Bardella, Marine Le Pen, Maréchal et autres sur la perspective de la reconnaissance d'un État palestinien. Sur le thème, mais c'est abominable ce que vous faites. Vous reconnaissez le Hamas, en fait. Vous soutenez le terrorisme. Parce que, évidemment, pour eux, la mayonnaise prend à partir du moment où les gens font l'assimilation entre cette espèce d'islamophobie diffuse sur laquelle surfe le Front National depuis très longtemps, et puis le soutien à Israël, bastion de la civilisation, entouré de barbares, quoi. Ce qui me fait penser à la phrase de Friedrich Merz, le chancelier allemand, qui avait dit « Israël fait le sale boulot pour nous ». C'est extraordinaire, cette phrase, ce qu'elle dit, en fait. Un dirigeant européen qui dit « ils font le sale ». D'abord, on apprend que le boulot, c'est un sale boulot, déjà, c'est une information intéressante. Pour nous, les civilisés, entourés de barbares musulmans qui vont nous égorger. Là, il y a des recompositions idéologiques qui sont hallucinantes quand même, mais en même temps prévisibles. Moi, je dis toujours, le sionisme est un fascisme, donc il est normal que les fachos soutiennent les sionistes. C'est une formule claire. Bon, ce sera la conclusion pour cette émission, puisqu'on est à 1h33 et on s'était promis de faire 1h30. Je veux juste remercier au passage les modérateurs du chat qui ce soir vont voir leur tâche un peu allégée parce que l'émission est diffusée en léger différé. On aurait pu aborder plein d'autres sujets, l'affaire Epstein qui semble empoisonner en ce moment la vie politique américaine et qui promet des soubresauts, mais on se réserve ça pour la rentrée. J'en profite aussi pour informer nos amis internautes qu'on est en train de préparer une émission avec Pepe Escobar qui nous fait l'amitié d'avoir accepté notre invitation. On va faire ça au mois d'août et on espère, on prie pour ça, pour qu'il rejoigne l'équipe des chroniqueurs de TV ADP avec monsieur Tariq Ramadan, monsieur Bruno Guic, Thierry Messant et beaucoup d'autres. Merci Tariq pour ta participation. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mon cher Bruno, merci à toi. Je sais que tu ne pars pas en vacances puisque là, tu es en vacances permanentes toute l'année, toi, là où tu es. Si on veut. Voilà, un mot de conclusion, Tariq, Bruno, et on ferme la boutique. Oui, merci à vous deux pour cet échange passionnant. Oui, merci à vous deux, effectivement. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on continue ce débat de façon constructive. Il faut qu'on pense aux alternatives. Je pense que c'est important au-delà de l'analyse. Que faire et comment le faire. Tout à fait. Moi, je suis persuadé que lorsque le verbe est au service de la justice et de la vérité, il a le pouvoir de remuer des montagnes. J'espère qu'on va réussir à remuer les choses en Palestine parce que
honnêtement, je n'en peux plus. Mentalement, nerveusement, émotionnellement, ce génocide à Gaza restera gravé, à mon avis, dans la mémoire collective pour un long moment. Et l'image de victime d'Israël, comme disait ton ami Alain Finkielkraut, mon cher Tariq, il disait que Israël est tombé du piédestal victimaire avec ce génocide. On peut lui donner raison. Ça, c'est juste. On est d'accord. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous deux. Merci. À bientôt. À bientôt.